Alors, maintenant que nous avions vu l'introduction au langage HTML, je vous propose maintenant d'attaquer la partie suivante. Cette partie-ci, elle est théorique. Elle n'est pas encore pratique. Mais la prochaine partie sera, ou bien les prochaines parties seront purement pratiques. Donc, nous, on va attaquer le vif du sujet. Donc, la partie-ci, on va juste parler de la structure d'une page HTML. Donc, on va essayer de dire comment est présentée la structure d'une page HTML, la syntaxe également d'une page HTML. Donc, avant de parler de la structure d'une page HTML, nous avons d'abord attaqué le thème balise. C'est quoi une balise? Une balise, c'est une instruction en HTML. Donc, une instruction, ce sont des ordres que l'on demande à l'ordinateur d'exécuter, pour être plus précis, au processeur d'exécuter. Et sur notre capture d'écran, nous avions la syntaxe, nous avions en fait la structure minimale d'une page HTML. Nous avons ici le doctype, on a le HTML, on a le head, on a le meta sachet, on a le meta viewport, on a le title, on a le head, ferment, on a le body, on a le HTML. Ok, maintenant vous verrez, vous allez voir, on a deux types de balises. Les balises ouvrantes et fermantes sont appelées des balises APR. Les balises qui sont uniquement ouvrantes sont appelées les balises orphelines ou les balises libres. Ok, nous on va passer à la diapositive suivante. Alors, là, on va essayer de détailler le rôle de chacune des balises en HTML pour pouvoir vraiment comprendre de fond en comble la structure d'une page HTML. On va voir le doctype, le HTML, le meta sachet, le meta name, le title, le body et le body également. On va essayer de détailler ça dans la diapositive suivante. Là, maintenant, le rôle, à quoi sert le doctype? La balise doctype indique au navigateur quel type de langage de balisage est utilisé dans le document. Donc, dans ce cas, c'est le cas du HTML. En fait, lorsqu'on définit le doctype et on précise le HTML, le navigateur va identifier, lorsqu'il va vouloir exécuter ou bien interpréter le code HTML pour pouvoir nous afficher le rendu, il va voir que, en fait, le doctype qu'il a défini, c'est du type HTML. Alors, je m'en occupe de lui renvoyer un résultat correspondant à son doctype. Donc, et cela est nécessaire et c'est primordial. Donc, il faut toujours mettre le type de document, le doctype. Et après, on a le HTML avec son attribut language. Le HTML, c'est la racine de tout document. Elle enveloppe tout le contenu d'une page web. En gros, quand on veut déjà écrire du code HTML, on doit se rassurer que la balise HTML, elle est incluse. Parce que c'est cette balise-là qui va contenir donc toutes les balises, toutes les autres balises. Et son rôle même, c'est de quoi? C'est de dire que je suis en train d'écrire du code HTML. Alors, il y a une balise dédiée spécifiée à cela. C'est la balise HTML. Donc, c'est la racine de tout document. Elle enveloppe le contenu d'une page web. Donc, quand on veut écrire, tout ce qu'on veut écrire sera enveloppé dans la balise HTML. Et après, on a le head. Le head définit la partie en tête. Généralement, lorsque vous partez dans des navigateurs, vous voyez, vous faites des recherches sur des sites internet, des applications web, au niveau des onglets, vous allez voir souvent, au niveau de la partie là, c'est ce qu'on appelle le head. Maintenant, ce qui est écrit sur l'onglet, ça détermine le title. On va y arriver sur la partie de la balise là. Maintenant, on va parler de la balise meta sachet. Cela fait référence à l'encodage. Donc, elle définit comment sera encodée votre page web. Prenez un peu un instant, vous vous imaginez, par exemple, si vous voulez écrire des caractères accentués dans votre programme HTML, et lorsque le navigateur interprète, il vous renvoie souvent des arrobas, des accents, un peu un genre, c'est parce que, à la base, dans notre document HTML, on n'a pas défini l'encodage. Donc, d'où le rôle de la balise meta sachet avec son encodage UTF-8. Donc, lorsque vous voulez écrire du code HTML, rassurez-vous que cette balise est incluse. Ok,
Rassurez-vous. Et après, on a la balise meta, name, viewport, content, white, device, white, initial, scale, 1.1. Ici, c'est quoi? En fait, cette balise avec les attributs name, content, initial, scale, en fait, ceci détermine le responsive, si je peux le dire. Donc, c'est une sorte de signature pour dire comment organiser notre responsive. Par exemple, si vous décidez de créer une application et que vous, au final, vous la créez sans que vous n'aviez mis cette balise et que vous voulez appliquer du responsive. Ok, c'est même d'abord quoi le responsive? Le responsive, c'est rendre son application web ou bien son site web adaptable sur mobile, desktop et tablette. Si vous ne mettez pas cette balise là, en appliquant des media queries, donc des responsives sur votre style CSS, parce qu'on parle de responsive au niveau du style CSS, elle ne sera pas adaptable. Elle ne va pas prendre ça en compte parce que vous n'avez pas précisé la balise meta name viewport. Donc rassurez-vous qu'elle soit toujours incluse. Ok. Et maintenant, parlons des rôles. Toujours dans les rôles de la balise, on a le title. Donc l'attribut, on a la balise title. La balise de title, ça représente le titre de la page. Donc le titre de notre page web. Ok. Donc lorsque vous partez sur un site, prenons un cas concret. Lorsque vous partez sur un site, vous allez voir là, au niveau de l'onglet, un truc qui est écrit avec l'icône à côté. C'est ça qu'on appelle le title. C'est le title qui permet d'inclure en fait ce contenu que vous voyez là. Donc, et après on a le body. Le body définit le corps de notre page web. Il définit le corps de la page web. Donc, toutes les balises que nous allons écrire par la suite, lorsqu'on va faire la pratique plus, seront incluses dans le body. Donc, comme on parle du corps, c'est le corps en fait. Donc, c'est le corps de notre programme HTML. Ok. Et après, il y a ce qu'on appelle la notation des commentaires. Il y a aussi les commentaires. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous écrivez des tonnes de lignes de code. Vous êtes là, vous avez même peut-être 1000 lignes de code, mais vous n'êtes pas le seul à travailler dessus. Donc, vous faites votre partie, après vous envoyez une autre partie à un autre développeur. Ce développeur, il est tellement étonné parce qu'il veut aussi utiliser votre partie pour pouvoir faire le sien. Lui, il est étonné lorsqu'il voit pour vous parce que ce n'est pas commenté. Il est perdu, je ne sais pas comment faire, il ne sait pas comment se repérer. Et du coup, quand vous ne mettez pas ça, il n'y a pas la lisibilité. Le code n'est pas lisible, ce n'est pas agréable. C'est pour ça qu'est né ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires sont là pour créer une visibilité dans le code. C'est une sorte de repère et c'est une sorte d'indication. Peut-être si vous voulez inclure votre barre de navigation, vous devrez mettre un commentaire pour dire navbar. Peut-être comme ça. Là, quand un autre développeur va voir que si la section ci commence par la navbar. Et lorsque vous finissez la navbar, vous pouvez mettre N tout juste après la navbar. Vous mettez N navbar. Lorsque vous voulez commencer une navbar, vous mettez comme commenter, vous mettez star navbar. Ça sera facile parce que chaque bloc de votre code sera commenté. Blocs essentiels seront commentés. Et ça sera facilement identifiable. Même vous-même, vous pouviez même vouloir envie de modifier votre code, mais étant donné que ce n'est pas commenté, là vous m'aidez. Cette partie de cours, on le fera même en un cours, vous verrez son rôle. C'est très important de les commenter. Ok, là on va essayer et sachez qu'une page web d'abord avant toute chose, c'est quoi? C'est un document écrit un langage HTML qui contient des images, des vidéos, des sons, tout ça, et qui est hébergé sur internet. Bref, ok, là on va continuer. Ici on va donc parler des téléchargements et l'installation des logiciels. Ici pour nous on va utiliser comme navigateur web Chrome et comme éditeur de code VS Code. Ça c'est au choix. On ne vous exige pas quel navigateur, quel éditeur utiliser. Donc il n'y a pas de souci. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est que de vous rendre sur internet, donc sur Google. Vous faites simplement une recherche. Vous écrivez tout simplement Chrome et on va vous donner. Là, vous cliquez sur l'icône Chrome
Browser, Google Chrome Browser, navigateur Google Chrome. Vous cliquez là-dessus et pendant que ça charge, on va pas perdre le temps. On va aussi ouvrir un autre onglet. On va écrire VS Code, VS Code. Ok, on clique là-dessus, ça charge également. Il est préférable de toujours aller dans les sites officiels pour télécharger des logiciels. Mais c'est que vous ne voyez pas facilement le site officiel, essayez maintenant d'aller dans les sites qui sont proposés vite par Google, qui sont bien référencés par Google. Pourquoi pas? Vous aurez aussi cette possibilité de pouvoir télécharger ce logiciel là plus facilement. Donc nous on va donc cliquer ici là sur Virtual Code. Donc nous on a la chance parce que c'est dans le site officiel. Google nous a directement proposé le site officiel. Donc ici vous téléchargez juste, vous allez, puisque c'est download, vous allez écrit, on est directement dans la page download. Vous pouviez, bon, voici l'accueil. Pour ceux-là, voici l'accueil, comment c'est présenté. Vous pouviez arriver là. Moi j'ai mis directement download automatiquement. Donc ici vous cliquez sur download. Vous pouvez cliquer, pour ceux qui utilisent l'utilisateur de Windows, vous pouvez cliquer directement là sur download for Windows, ou bien ils peuvent sélectionner les plateformes, soit Linux, soit macOS, il y a Windows automatiquement. Vous pouvez venir ici, vous partez sur download normalement, vous choisissez votre plateforme. Nous on va utiliser Windows, nous on va donc télécharger à partir de Windows. Cela n'empêche, ça ne va pas impacter si nous utilisons Windows et que vous utilisez Debian ou bien Mac, ça ne va pas impacter, ce sera la même chose. Donc il suffit juste de télécharger pour votre plateforme, la plateforme qui vous correspond. Vous la téléchargez, il n'y a pas de souci là. Donc nous on va cliquer sur download for Windows. Automatiquement ça va lancer un téléchargement, mais moi je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà je l'ai installé. Donc automatiquement vous allez voir, il y aura un téléchargement qui sera lancé. Donc moi je vais laisser cette partie. Je viens maintenant sur Chrome. En ce qui concerne Chrome, c'est très simple. J'ai vu aussi également là, on va voir, il y a un menu que je crois bien qui va apparaître là. Je crois bien, il y a un menu qui va apparaître. On va toujours scroller, tout en espérant que cela vienne. Voilà, c'est ça ici. Vous allez dire télécharger Chrome. Quand vous allez télécharger, vous cliquez sur télécharger pour ordinateur. Automatiquement, ça va aussi se lancer. Donc, c'est très simple. Et après, vous exécutez dans votre ordinateur local ou bien dans votre machine virtuelle ou c'est pas trop physique, vous exécutez naturellement. Sur Windows, ça va continuer. Ça va aller simplement. Ok. Là, on peut maintenant dire que ceci n'est qu'un cas théorique. Parce que les chapitres ou les leçons qui viendront seront uniquement pratiques. On va pratiquer. Parce que ce qui concerne la programmation, notamment le développement web, on ne fait que pratiquer. C'est la répétition, c'est la répétition. Lire, c'est bien, mais parfois il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est une autre chose. C'est facile de lire et de retenir, mais pratiquer, c'est une autre chose. Donc, on va voir donc la pratique, expliquer certains concepts encore en détail et en profondeur. Donc, on va donc attaquer. Sinon, j'espère que la vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à envoyer des commentaires et à vous abonner. Car c'est quand il y a de la population dans la chaîne que la chaîne évolue, la chaîne s'agrandit. Sur ce, je vous dis merci.